à toutes et à tous pour cette table ronde sur les questions de santé et d'alimentation. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen, qui est un think tank basé à Paris et dédié aux questions économiques, aux enjeux économiques de la transition écologique. Et par ailleurs, je suis aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle L'économie politique. Et comme les années précédentes, donc, la revue organise une table ronde sur un sujet qu'elle a traité par le passé dans ses dossiers. Donc, c'est mon plaisir d'animer notre débat aujourd'hui. Nous avons 4 intervenants que je présenterai très rapidement. Et ensuite, je vous laisse vous présenter plus en détail si vous le souhaitez. Nous avons en tout 1h30 pour notre débat et c'est très important que les questions de la salle soient traitées et répondues par les intervenants et les intervenantes. Donc, comme vous savez les règles du jeu, on pose les questions électroniquement et j'ai les oreilles ici sur ma tablette. Et j'essayerai de les transmettre aux intervenants, soit au fur et à mesure du débat, soit dans un deuxième temps, mais c'est notre engagement, et je vous engage aussi à laisser une trentaine de minutes à ce débat avec la salle, qui est très important. Les gens sont venus ici pour apprendre, mais aussi à poser des questions. Donc, je présenterai donc les intervenants dans l'ordre de la prise de la parole. Donc, Edgar Clary, vous allez commencer. Vous êtes membre du bureau régional de France Asso Santé et aussi élu de la Fédération française des diabétiques. Vous allez pouvoir présenter un peu peut-être à la fois les organisations et ce que vous faites. Alors, Jérémy Camus, alors vous ne figurez pas dans la présentation parce qu'on est en temps électoral, mais j'ai dit quand même votre nom. Vous êtes vice-président de la métropole lyonnaise, chargé entre autres de l'alimentation durable. Maëlys Labusquière, qui est ma collègue de palier à bureau, mais ici surtout responsable des pôles société civile du bureau d'études basiques. Et je mentionne BASIC, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'analyse des coûts sociaux et environnementaux des différentes filières, notamment agroalimentaires, mais pas que. Et c'est avec BASIC que nous avons donc réalisé ces beaux numéros de l'économie politique, il y a quelques temps déjà, autour du blocage du système alimentaire français. Et donc, sur la fiche de notre table ronde sur le site des GECO, vous allez trouver le lien qui vous permet de la découvrir. Et Adam Poupard, alors vous êtes doctorant à l'Université Paris-Nanterre et tu fais, parce qu'on se tutoie, tu fais donc ta thèse sur l'expérimentation autour de la sécurité sociale alimentaire. C'est au Brésil, donc tu nous emmèneras un peu dans l'expérience brésilienne, mais c'est un grand sujet souvent débattu en France aussi. Donc je suis heureux qu'on puisse aussi montrer que les sujets dont la France débat aujourd'hui sont expérimentés aussi ailleurs et qu'on peut aussi apprendre des expériences menées ailleurs. Alors, comme le temps est pressé, je vais pas longuement introduire, je vous laisse vous poser les jalons de notre débat. Je dis tout simplement que le point de départ, et justement c'est pour ça que je vous ai demandé d'introduire, c'est que le lien entre la santé et l'alimentation, évidemment, il implique tout de suite notre modèle agricole. Et c'est sans doute du modèle de production agricole qu'on va parler. Le modèle agricole influe sur notre santé via l'assiette. C'est reconnu dans le plan national nutrition santé, par exemple, qui parle des gestes individuels, manger des légumes, etc., chacun connaît, mais qui parle aussi du cadre alimentaire global, de l'environnement alimentaire global en France, physique et alimentaire, qu'il faut améliorer. Donc, quand on dit alimentation, santé, on va, je pense, assez rapidement dépasser le cadre, disons, des gestes individuels, qui sont sans doute très importants aussi, mais pour parler surtout des structures
de comment le mode de production peut changer la qualité nutritionnelle des aliments et comment notre système agricole conditionne, donc du coup, in extremis, au final, notre santé. Alors, pour entamer ce débat, donc, je vous donne la parole. Je dis à tout le monde que vous avez, pour une première intervention, 10, grand max 15 minutes, mais vraiment grand max. Certains, et c'est votre cas, ont demandé d'avoir quelques slides de présentation. Donc, vous allez pouvoir les défiler ici. Et alors, donc, au bout de 10 minutes, je commence à me manifester auprès de vous. Et ensuite, vers 15 minutes, je coupe vraiment pour donner la place aux autres intervenants et à la salle. Voilà, je vous souhaite un bon débat et je vous donne la parole. Merci. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris que moi, j'appartiens à un organisme, entre autres, parce que je fais beaucoup de choses, mais entre autres sur la défense des patients. Et donc, on est dans un milieu associatif qui nous fait remonter un certain nombre d'éléments, dont l'alimentation, mais pas que, et sur l'environnement et sur des activités. Alors, je vous ai préparé quelques slides transparents pour lancer aussi le débat, comme vous l'avez souhaité. Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir après un échange avec vous, pour aller peut-être plus profondément à ce que je présente là. Alors, j'ai fait une petite introduction. Évidemment, dans mes slides, il y a ce que on constate à France Asso, mais il y a également, de temps en temps, des petites remarques. Alors, c'est nécessaire à la vie. On sait qu'on cherche tous à ce qu'elle soit le plus saine possible. Et puis on a une ambition, mais je voudrais quand même vous dire que nous rencontrons beaucoup de gens aussi dans le secteur de la précarité. Et que c'est un problème pour avoir une alimentation pour ces personnes-là. Alors, que sait-on de ces liens? Alors, la matrice alimentaire, c'est composé de nutriments, je ne sais pas, on pourra en discuter après, mais j'ai fait le plus simple possible. C'est non interchangeable. Et puis, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il faudrait préserver cette matrice. Et je vais en arriver à la slide d'après pour vous dire comment cette matrice va évoluer dans le temps et comment on va se trouver sur des produits qui sont transformés ou qui sont multi-transformés. Donc, la définition qu'on a, c'est qu'un aliment sain, c'est un aliment dont la matrice est préservée. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, on pourrait prendre un exemple. Un légume qui est cuit ou qui est cru et qui n'est pas associé est relativement sain. Mais si, avec ce légume, on met beaucoup d'autres choses dans un plat cuisiné, par exemple, on va avoir un changement du mode de la matrice. Et la matrice va être cassée pour devenir autre chose, qui sont les produits ultra transformés. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un accroissement des maladies chroniques dans les années 80. Et justement, avec l'arrivée, je suis aussi dans le milieu universitaire, on voit un croisement en fait entre les maladies chroniques qui évoluent et les produits ultra transformés qui font l'apparition dans les grandes surfaces ou ailleurs d'ailleurs. Alors quel type de maladie peut-on associer à l'alimentation ? Alors, ce n'est pas parce que je suis dans cette fédération que j'ai mis le diabète de type 2, mais bon, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, on voit un accroissement du diabète, c'est énorme. Hein. Le 14 novembre, on a une journée mondiale du diabète où on va intervenir partout dans les hôpitaux, dans les cliniques, mais également dans le grand public. Et on voit des masses grasses corporelles chez les enfants, ça nous perturbe beaucoup, évidemment. Trop de sucre. On voit des stéatoses hépatiques, c'est-à-dire le foie gras. Et puis, on a également des maladies cardiovasculaires, hein, de l'hypertension. Quand je cite ces maladies, c'est des maladies qui peuvent être conjointes. On peut être en multipathologie. On peut être diabétique et avoir un infarctus, mais on peut aussi avoir un infarctus et devenir diabétique.
Je ne vous ai pas cité toutes les maladies qui sont dans les listes que nous rencontrons. Je vous ai cité simplement les principaux. Mais quand même, le cancer colorectal est un des axes. Je pense que vous savez que dans le monde, et en Argentine où on mange beaucoup de viande rouge, il y a beaucoup de cancers colorectaux. Est-ce que le problème s'accroît avec le temps? Oui, car on voit apparaître de plus en plus de ces produits qui sont faciles à manger, qui sont agréables, qui sont aromatisés, qui sont transformés, évidemment. Alors, on sollicite aussi, ce que nous constatons, de moins en moins la mastication. C'est-à-dire que les gens mangent vite, ne mastiquent pas, et le bol alimentaire descend direct dans l'estomac sans avoir une mastication préalable. Et nous avons à disposition des produits promotionnels. Alors, je voudrais m'exprimer sur cette phrase. Quand j'ai écrit ça, j'ai failli l'enlever pour la bonne et simple raison qu'elle peut être incompréhensible. 3 pour 1 dans des produits sains, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand il y a 3 pour 1 dans des chaînes alimentaires ou dans des magasins qui sont ultra transformés, ces produits, et qui sont accessibles. Et vous avez entendu au tout début la précarité. Ces personnes que nous rencontrons dans les maraudes, dans plein d'endroits, ont besoin de manger et on ne peut pas aussi leur interdire de ne pas manger des produits qui leur sont nécessaires en termes d'alimentation. Maintenant, là où on veut lutter, nous, c'est sur la chaîne alimentaire faite par les industriels, où là, oui, on met dans ces produits-là beaucoup d'additifs, des sucres, souvent très sucrés. Et on mange moins varié et moins vrai. Alors, la puissance publique et prévention, je suis le thème que vous m'aviez demandé des différents axes. Donc, il faudrait d'abord la revaloriser, l'alimentation. Pourquoi? Parce que oui, on mange, tout le monde a le droit de choisir son alimentation, mais elle n'est pas valorisée en termes de qu'est-ce qui serait bien ou moins bien, ou tout au moins pas assez revalorisée. La puissance publique devrait anticiper, je vous l'ai écrit, il y a eu quand même des avancées. Nutri-Score a été une véritable avancée. On ne peut pas se cacher de ça. C'est une avancée. Mais il faut aller un cran plus loin. Le milieu associatif alimentaire, il n'est pas réellement reconnu. D'accord? Et puis la prévention devrait être généralisée, la connaissance, le droit à choisir, ainsi de suite. On intervient beaucoup en prévention sur ces sujets-là. On a fait quelques propositions que je vous ai écrites ici, dans le collectif. Ces propositions sont générales et particulières. Par exemple, la publicité, oui, c'est général, mais on aimerait que le marketing ne soit pas sur ces produits gras. Une meilleure transparence des prix, parce que là, évidemment, on ne sait pas vraiment si on achète au bon prix. Le financement pérenne des projets alimentaires territoriaux et juste avant les trajectoires globales et chiffrées d'évolution du système alimentaire. Et puis nommer c'est un vœu, mais ça serait bien, un ou une déléguée interministérielle en charge de la mise en œuvre et du suivi des évolutions de tout ce qui concerne le système alimentaire et garantir une allocation de moyens suffisants pour l'atteinte des objectifs. Donc ces politiques sont ambitieuses. On rencontre les ministères. Toutes les associations rencontrent les ministères. Moi, je les rencontre à 2 titres, au titre des maladies chroniques et au titre de France Asso, sur ce que je vous avais indiqué dès le début. Je pense qu'il faut également penser à l'acte citoyen et donc favoriser les aliments solides à liquide, favoriser les féculents complets, limiter les ajouts de sel, sucre ou gras. Alors, quand je dis acte citoyen, c'est qu'on entend parler de ça. Mais que faisons-nous réellement, nous, quand nous mangeons?
Est-ce qu'on fait un choix? Est-ce qu'on laisse courir? Est-ce que voilà. Favoriser les produits de saison et si possible locaux, et puis aussi apprendre à cuisiner et à doser. Je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt évidemment à dialoguer avec vous, tout comme mes collègues, mais je reste dans le timing qu'on m'a demandé. Voilà. Et je vous remercie, vous avez été exemplaire. Et vous avez tout de suite dans les propositions un peu introduit enfin vous avez suivi l'axe de notre débat, c'est que vous avez à la fois des gestes individuels, des comportements des gens, mais aussi des choses comme l'interdiction de la publicité, donc des réformes plus structurelles. Je pense que ça c'est très important et vous portez ces propositions activement, par exemple sur la publicité. Et avec quel résultat? Le résultat, ça a été que au début, ça a marché, mais que maintenant, ça marche moins bien, voilà, sur la publicité. Ah bah, c'est toute une époque. Alors, bon, alors, Jérémy Camus, je me tourne vers vous alors parce que bon, là, on voit bien une série de problèmes ont été posés et donc les collectivités sont peut-être sans doute les premières confrontées. Donc, on dit souvent que bon, d'un côté, il y a la question des coûts générés par les maladies dont on a parlé ici, dans le problème de santé dont on a parlé ici. Il y a la question de surcoût éventuel pour manger autrement. C'est-à-dire on voudrait bien passer à l'agriculture de proximité, bio, etc. Mais bon, aujourd'hui, cette offre est quand même accessible, enfin, conditionnée à un pouvoir d'achat. Et ça me permet aussi de faire écho à une première question qui est tellement centrale. Comment faire avec un budget limité dans une grande ville où tout coûte cher? Et donc on est tout de suite dans cette question-là. Alors, vous pouvez, à votre niveau, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes parce qu'il y a des solutions à chaque échelle. Il y a des solutions à l'échelle locale, nationale, européenne, sans doute aussi. Mais à votre niveau, alors, que fait déjà la métropole et comment vous abordez cette question-là? Bonjour à toutes et tous. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million de mangeurs. Déjà, ça pose un peu le débat. C'est 1,4 million de mangeurs qui n'ont pas tous un accès facile à une alimentation saine. Et c'est 1,4 million bouches à nourrir et donc autant de débouchés possibles pour les agriculteurs qui entourent le territoire. Et donc, c'est important de poser ça aussi, le système alimentaire, quoi. Qu'est-ce qu'on entend derrière l'alimentation? Et c'est à la fois les mangeurs, mais aussi les producteurs. Et je vous rappelle qu'on a une crise agricole qui se fait ressentir maintenant depuis 2 ans, mais qui date d'il y a quelques décennies maintenant en termes de modèle, qui est en pleine crise. Et peut-être là, on a une solution en repensant politiquement l'enjeu alimentaire. Peut-être avant de commencer, mais je ne sais pas si vous aviez prévu de les donner, ces chiffres du rapport que vous avez élaboré sur les coûts, en tout cas l'injuste prix de notre alimentation, qui est un rapport qui est accessible en ligne gratuitement, donc n'hésitez pas aussi à aller le chercher, le prix injuste de notre alimentation, parce que je trouve que c'est un des premiers rapports qui arrive à tangibiliser, c'est-à-dire à montrer combien ça nous coûte, notre société, là, pour notre société. Et qui est donc disponible sur la même page de notre table ronde. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens, télécharger le rapport. Exactement, et je suppose que vous en parlerez encore plus en détail, mais juste pour vous donner quelques chiffres un peu importants. En gros, aujourd'hui, ce rapport, il a mis en évidence les coûts, la dépense publique, qui est aujourd'hui engagée pour compenser les effets négatifs de notre système alimentaire, de la production jusqu'à la distribution et à la consommation. Et ces coûts, je les donne des grands chiffres que vous pourrez vous rappeler, même si ce n'est pas les chiffres exacts du rapport, mais au moins vous garderez les chiffres ronds. On arrive à peu près à 20 milliards d'euros de coûts dépensés pour compenser pour les effets à la fois sur l'environnement et sur la santé des individus. Et le poste le plus important, c'est le poste santé des individus. Et on dépense annuellement 12,5 milliards d'euros pour pouvoir compenser les effets de notre alimentation qui sont liés aux maladies qui ont été évoquées par monsieur et qui sont de plus en plus fortes parce que l'agro-industrie nous donne à manger des choses qui ne sont aujourd'hui pas saines pour notre santé, en particulier les aliments ultra transformés. Et puis le reste, entre les 12,5 et les 19 milliards d'euros
de dépenses publiques, c'est le coût aujourd'hui pour compenser les effets sur notre environnement. Et là, on revient sur l'usage des pesticides en particulier et l'impact qu'on peut avoir sur les sols, qu'on peut avoir sur l'eau potable qu'on a aujourd'hui au robinet, etc. Et donc, c'est important de prendre en compte ces 20 milliards d'euros. Et moi, j'aime bien aussi prendre un autre chiffre du rapport qui est le montant global de dépenses publiques qui est investi aujourd'hui dans ce modèle hyper vicieux, en fait, puisqu'il génère quasi 20 milliards d'euros. On continue à mettre plus de 50 milliards d'euros pour maintenir ce système alimentaire défaillant, nuisible pour la santé des individus et nuisible pour l'environnement. Donc vous avez au total à peu près entre 65 et 70 milliards d'euros qui annuellement sont comme des canards sans tête, c'est-à-dire on continue à alimenter un système qui est très négatif et très néfaste. 70 milliards, c'est pas rien. Je suppose que vous écoutez comme moi les débats actuellement à l'Assemblée nationale. On cherche des économies massives pour avoir un budget équilibré. Quand on sait qu'on est en train de dépenser autant d'argent pour maintenir un système défaillant, il y a peut-être une question à se poser sur cet enjeu du système alimentaire et de la production agricole aujourd'hui. Qu'est-ce que peut faire une métropole de Lyon, à part vous communiquer ces chiffres aujourd'hui? C'est qu'on est capable de mettre en place des politiques aujourd'hui qui peuvent être différentes de celles qui sont aujourd'hui mises en place par l'Union européenne ou par l'État français ou par les régions localement. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, depuis 2020, c'est d'arriver à amener vers d'autres politiques publiques en termes de soutien à un modèle agricole plus vertueux, en termes d'impact sur l'environnement. Et puis, on a aussi d'autres leviers. Par exemple, je vois certains jeunes ici dans cette salle. Vous avez été collégien avant, vous êtes peut-être même encore collégien pour certaines ou certains d'entre vous. La métropole de Lyon, elle gère à peu près 25 000 assiettes à produire tous les jours dans les collèges de la métropole. C'est une responsabilité aussi en tant que politique de porter de la bonne nourriture aux enfants qu'on nourrit. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un service de cantine aujourd'hui, c'est un service qui est volontairement amené par la collectivité. C'est d'amener de la nourriture qui soit saine pour les enfants, en particulier limiter l'ultra-transformé, en particulier les additifs, mais aussi amener de la production locale, c'est-à-dire des produits qui viennent de nos agriculteurs locaux qui nous entourent et qui nous permettent d'avancer sur ces sujets. Aujourd'hui, la métropole de Lyon, on était en 2021, par exemple, sur le bio, on était à peine à 7% de bio dans les assiettes des cantines. Je vous rappelle que la loi demande 20% minimum dans les assiettes de nos cantines. Aujourd'hui, on a plus de 50% en moyenne dans les cantines, voire à 100% dans les derniers collèges qui sont sortis de terre pendant ce mandat. Donc on crante aussi sur cet aspect d'agriculture biologique et on essaye aussi de cranter dans nos approvisionnements, c'est-à-dire notre achat, le localiser plutôt aux alentours de la métropole. Et ça, c'est un autre sujet de débat et de plaidoyer au niveau européen cette fois-ci. C'est qu'aujourd'hui, la libre concurrence imposée par l'Union européenne nous empêche, dans nos marchés publics, de flécher nos achats vers nos producteurs locaux. C'est-à-dire que même si on a la volonté politique de le faire, on est dans l'illégalité si on mentionne dans nos marchés publics le fait de vouloir acheter nos produits dans un rayon de 25, 50, 100 km. Donc on a un plaidoyer au niveau européen, entre beaucoup de collectivités françaises, pour libérer une partie de notre commande publique, c'est-à-dire permettre au moins à 50% de nos achats de pouvoir les flécher en local, et donc d'être pertinent ou cohérent par rapport à toute la démarche qu'on mène par ailleurs de soutien à l'agriculture biologique sur le territoire. C'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui beaucoup de subventions à nos agriculteurs sur le territoire métropolitain. On a multiplié par 4 notre budget d'aide à l'investissement pour les agriculteurs métropolitains sur ce mandat. C'est plus de 200 projets qui ont été accompagnés dans le mandat, qui permettent à la fois d'améliorer, de permettre la conversion en agriculture biologique, mais aussi de développer des projets qui permettent d'avoir des revenus dignes pour les agriculteurs. Et une grande partie de la solution, c'est de relocaliser une partie de notre agriculture, c'est-à-dire de faire que les produits qui soient produits sur le territoire arrivent dans l'estomac des habitants de ce territoire. À votre avis, combien de pourcentage de produits vous ingérez au quotidien proviennent, je ne parle pas de la métropole, mais d'un périmètre de 50 km autour de la place Bellecour? À votre avis, un chiffre? Le pourcentage que vous ingérez d'aliments qui proviennent de votre territoire. Combien vous avez dit? Bravo, il est très fort.
20 sur 20. C'est un peu même moins de 5%. On est à 4,6% sur la métropole de Lyon. Donc 95% de ce que vous ingérez au quotidien ne provient pas du tout de votre bassin de consommation, de votre bassin de production. Donc on a vraiment un fossé entre les mangeurs et les producteurs aujourd'hui, qui est non seulement pas très logique en termes de transition écologique, autant consommer ce qu'il y a à proximité, éviter les transports, éviter des transformations à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe ou même à l'autre bout de la France. Et puis il y a une notion aussi de sens, c'est-à-dire qu'on a un métier qui est en perte de sens au niveau agricole. Je peux vous dire que quand on remet des produits de certains agriculteurs dans les cantines des collèges, ça change complètement la donne pour l'agriculteur qui produit au quotidien et qui met beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans son métier, de savoir qu'ils sont consommés par des gens qu'il peut rencontrer en allant dans les cantines de nos collèges, quoi. 95% de ce qui est consommé par les personnes aujourd'hui ne proviennent pas du bassin. Et ce qui est assez étrange, c'est pas le chassé-croisé du mois d'août qu'on peut connaître à Fourvière, c'est le chassé-croisé des produits. C'est 95% de ce qui est produit sur ce territoire part ailleurs et souvent à l'exportation et va nourrir d'autres bassins de consommation très éloignés. Donc j'interroge moi souvent le terme de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est le fait de pouvoir nourrir les habitants ou le fait de pouvoir exporter et d'avoir la capacité d'être concurrentiel sur un marché international? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce marché international, il est plus néfaste pour les agriculteurs qu'il n'est positif pour ces agriculteurs. Ça, c'est pour la partie production, et puis on pourra, si vous avez des questions sur le sujet, on pourra détailler. Maintenant, je voudrais revenir sur l'accessibilité alimentaire. C'est très bien d'avoir, nous, on n'a pas cessé d'installer des agriculteurs bio dans ce mandat, on n'a pas cessé d'augmenter la surface agricole utilisée en bio dans ce mandat, on n'a pas cessé d'augmenter nos achats en bio, malgré la crise du bio, vous en avez tous entendu parler. N'empêche qu'aujourd'hui, qui a accès à ces produits de qualité? Pas forcément ceux qui sont les premiers concernés par les maladies qui ont été évoquées. Et on voit aujourd'hui qu'on a un double effet Kiss Cool ou un mauvais double effet Kiss Cool. Pour les plus anciens, ils me comprendront sur le Kiss Cool. Je ne suis pas sûr que les plus jeunes connaissent. Désolé. Ouais, je vois très bien la salle en plus, c'est complètement... en grosso modo, c'est que vous avez et je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Vous avez un effet sur l'accessibilité, c'est que les plus vulnérables sont concernés par les maladies en question. Et non, j'ai définitivement perdu ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. La stat qu'on a trouvée en 2020 sur la métropole de Lyon, c'est qu'on avait à peu près, on a interrogé des gens, des habitants, 30% d'entre eux déclaraient ne pas se nourrir correctement. Donc correctement, ça veut dire pas forcément assez de produits frais, assez de produits sains, moins de transformés, etc., liés à leur habitude alimentaire. Voilà. Et la deuxième stat qui était très très importante pour nous et très choquante, c'est que 15% déclaraient, eux, ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole de Lyon. Donc c'est aussi un autre critère important. Et pour revenir à l'effet difficile, c'est non seulement les plus vulnérables sont concernés par ces maladies, mais en plus, on se retrouve à avoir ces personnes en vulnérabilité habitent dans des endroits moi j'ai appelé des déserts alimentaires, c'est-à-dire des endroits où il n'y a même pas l'offre disponible pour pouvoir manger plus sainement. Il n'y a même pas une question de moyens, c'est que l'offre n'existe pas. Et on a été dans une expérimentation sur ce mandat de prendre le 8e arrondissement de Lyon, qui est un des arrondissements en plus grande populaire, voilà, exactement, de la métropole, et de voir un petit peu quel est l'environnement d'achat de ses habitants. Et donc on s'est rendu compte que là, on était vraiment dans des déserts alimentaires, à part des grandes distributions qui mettent de l'ultra transformé, il n'y avait pas grand-chose. Et donc pendant toute la partie du mandat, on a redensifié cet arrondissement en proposition, donc en réinstallant un maraîcher urbain, par exemple, en réinstallant des producteurs sur les marchés, en installant des épiceries sociales et solidaires, en installant une maison solidaire de l'alimentation, en développant des groupements d'achat en vrac. Tout ça n'existait pas dans ce quartier jusqu'à présent. Une fois qu'on a eu ça, qu'on a mis ça en place, est arrivé le problème d'accessibilité financière. C'est-à-dire que même en ayant l'offre, il y a quand même des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à ce type d'offre et qui ne peuvent pas franchir la porte d'une Biocoop ou franchir la porte ou aller acheter sur le marché au maraîcher bio. Et donc, on s'est lancé dans une expérimentation depuis maintenant un peu plus d'1 an. On va fêter la première année effective le 15 novembre prochain d'une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Et je pense que mon voisin en parlera beaucoup plus.
L'idée derrière, c'est de se dire comment on peut, dans ce pays, donner les moyens aux gens de se nourrir correctement. Et de prendre le principe que nos aînés ont construit à post-45, de dire chacun a le droit à la santé, à se guérir, à avoir accès à des soins et à des médicaments. Avant de se soigner, peut-être que le premier médicament qu'on ingère au quotidien, c'est justement nos aliments. Et vous avez vu les impacts que ça peut avoir en termes de santé. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un système de solidarité au niveau national qui permette à chacun de pouvoir accès à ces produits sains, à ces produits frais dans leur quotidien. Et donc cette expérimentation, elle a commencé avec une trentaine de familles qui ont décidé de s'impliquer dans la construction de cette caisse solidaire de l'alimentation, au même titre que nos anciens ont fait des caisses solidaires de santé en post-45. Et aujourd'hui, ils sont à peu près 130 familles à bénéficier de ce système avec un impact fort de la collectivité, puisque c'est la métropole de Lyon et l'État qui ont décidé de mettre de l'argent dans cette expérimentation et qui, chaque mois, ils ont 150 € par mois et par personne pour pouvoir aller dans les commerces qui ont été construits pendant les 4 dernières années sur le secteur. L'enjeu, c'est de prouver à travers cette expérimentation qu'il y a des impacts positifs à la fois en termes de santé, ça on le verra dans la durée, mais aussi en termes de démocratie, comment on se réapproprie finalement politiquement avec un grand P noble et légitime la notion d'alimentation et comment en tant que citoyen on décide de manger différemment quand on en a les moyens. Et donc là, l'idée, c'est que grâce à ça, par exemple, c'est de leur permettre d'accéder à des produits qu'ils ont choisis, etc. Et donc derrière, il y a le plaidoyer national qui est de dire il faut aujourd'hui recréer un nouveau pilier de la sécurité sociale. Alors, ce n'est pas du tout dans l'air du temps aujourd'hui au regard des débats que vous pouvez entendre, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand nos anciens ils ont mis en place la sécurité sociale de la santé, je peux vous dire que le pays était dans un état beaucoup plus compliqué que celui qu'on vit aujourd'hui, et pourtant ils l'ont fait. Et j'ai envie de dire, réenchantons aussi des politiques publiques, des nouveaux droits sociaux dans ce pays, et faisons démocratie à travers l'assiette en particulier. Et on se rend compte qu'à l'échelle locale, ça marche. En fait, ces personnes qui sont impliquées dans le dispositif d'expérimentation, non seulement aujourd'hui, ce sont des consommateurs avertis de tout le système alimentaire, et ils font leur choix en conscience, et ils vont plutôt vers ces produits qui sont sains pour la santé et pour l'environnement. Mais en plus, on se rend compte que ça a développé un pouvoir d'agir dans le quartier. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient parfois isolées, parfois stigmatisées, reviennent dans le jeu démocratique et reviennent dans le jeu de la solidarité locale. Et moi je dis souvent qu'on est en train de créer, au-delà de la caisse solidaire d'alimentation, on crée aussi des îlots de démocratie, des îlots de résistance par rapport à d'autres enjeux aujourd'hui que vous pouvez voir advenir dans d'autres pays, et j'espère pas, mais en tout cas qui semble arriver probablement en France prochainement, quoi. Donc on a aussi un enjeu démocratique, et ce qui est étrange, enfin ce qui est génial, je trouve, c'est la gastronomie française, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO, vous le savez, quoi. Elle est classée pas parce que c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est surtout ce qu'il met autour de l'assiette. Et c'est le fait de s'asseoir, de partager un moment, d'avoir ces échanges avec sa communauté, sa famille, qui est important dans la notion du patrimoine universel de la gastronomie française. Et donc on y revient. Et donc moi je pense que c'est une bonne réponse à la publicité. Aujourd'hui, on a du mal à se battre contre la publicité. Autre chiffre du rapport, 5,5 milliards d'euros dépensés par l'industrie agroalimentaire pour nous vendre leurs produits trop sucrés, trop gras, trop transformés. C'est énorme. Comment voulez-vous qu'une collectivité puisse lutter contre ça ? Elle ne lutte pas. Elle peut empêcher la publicité dans la rue. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a quasiment plus de publicité aujourd'hui sur la place publique. Une autre façon de le faire, c'est de conscientiser et d'encapaciter, je ne sais pas si on peut dire ça, les citoyens pour qu'ils en viennent avertis. Je sais que je vois depuis tout à l'heure... C'est mon rôle. Moi, je ne respecte pas du tout le temps, par contre. On voit bien... Ça y est, j'ai fini. Alors, merci beaucoup. Alors, quand vous voyez, le débat évolue du constat vers la question du financement, du bouclage économique. Et on va poursuivre avec Maëlys tout de suite. Mais avant de donner la parole, Maëlys, quand même, à votre échelle, parce que si vous pouvez expliciter juste, mais rapidement, parce que le bouclage économique,
il est pas forcément à l'échelle de la collectivité. Pour vous, par exemple, l'accessibilité, le choix du bio, c'est un surcoût. Est-ce que politiquement, c'est possible de porter ces arbitrages, parce que c'est des arbitrages budgétaires? Comment vous voyez ce débat politique? Mais en fait, c'est une volonté politique. En fait, c'est le fait d'assumer un surcoût lié à l'alimentation. Quand on décide de passer de 7 à 50 et demain à 100% en agriculture biologique, c'est un surcoût. Mais c'est un choix. La politique, c'est ça, c'est faire des choix. Et soit ils sont conscientisés parce qu'on sait que derrière ces choix, ils ont des impacts positifs en quelque sorte, ou des externalités négatives qui sont évitées. Donc ça, c'est juste des arbitrages, en fait. D'accord. Donc c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. Voilà, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est possible. Et alors, Maëlys, si tu peux maintenant poursuivre cette analyse économique, parce que je pense qu'on se doute bien maintenant, et d'un côté, il y a des coûts, de l'autre côté, il y a beaucoup de subventions versées à un modèle qui pollue. Alors, est-ce que finalement, le surcoût final, est-ce qu'il est aussi élevé que ça? Voilà la question que qu'on voudrait qu'on discute, en tout cas dans notre séance. Alors, 10-15 minutes. Oui, je vais essayer. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis un peu embêtée parce que les deux intervenants précédents ont effectivement dévoilé une partie de ce que je voulais vous raconter, à savoir pourquoi l'alimentation génère des maladies et combien ça nous coûte. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je vais essayer d'expliquer d'un point de vue économique ou finance publique pourquoi le surcoût d'une alimentation plus saine et plus durable n'est peut-être pas là où on l'imagine. Donc très rapidement, pour revenir sur le basique, c'est un bureau d'études qui travaille sur la transition vers un système économique, une économie plus juste et plus durable. Voilà, en toute simplicité. Et on travaille énormément sur les questions agroalimentaires, mais pas seulement, avec vraiment l'idée d'essayer de regarder au sein des filières qui génèrent des richesses, qui les capte, comment elles sont redistribuées et l'impact sur la planète et notre santé. On travaille à outiller des acteurs de ces filières-là, des acteurs des territoires, des acteurs de la société civile. Et mon rôle, c'est de coordonner certains de nos projets dans l'équipe. Notamment donc, ce rapport qu'on vient de vous présenter, qu'on avait réalisé pour une organisation de lutte contre la pauvreté, le Secours catholique, 2 organisations agricoles, les CIVAM et Solidarité Paysans, mais aussi la Fédération française des diabétiques qui défend le droit des malades et notamment des diabétiques. Ce qui est, juste pour revenir sur un tout petit peu d'histoire, parce que du coup ce rapport permettait de comptabiliser. On a regardé les dépenses publiques et quels sont les coûts réels de notre alimentation, que donc Monsieur Camus vient de vous expliquer. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, en fait, on hérite d'un système économique qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale, où en fait on a demandé aux agriculteurs de produire plus pour nourrir les Français tous, dans leur ensemble, à des prix accessibles, avec donc des denrées alimentaires de plus en plus standardisées. Et cette standardisation, elle est liée aussi à l'industrialisation des pratiques agricoles. Donc il y a de la génétique, on introduit les engrais, les pesticides, et ça permet donc de produire plus et d'avoir des exploitations de plus en plus grandes, qui fait qu'on a divisé par 6 le nombre des exploitations agricoles depuis les années 50, à tel point qu'aujourd'hui, 2/3 de la population active agricole sont en fait des salariés et pas l'image qu'on peut avoir de monsieur le paysan et madame avec dans une jolie ferme. C'est plus tout à fait la réalité de notre agriculture aujourd'hui. On est plutôt sur des plaines à perte de vue avec des gros tracteurs et du coup des salariés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette concentration des exploitations agricoles, elle s'est faite aussi aux autres maillons, et alors dans des proportions beaucoup plus importantes, puisque les agriculteurs français aujourd'hui, ils négocient
l'achat de leur engrais et de leurs autres intrants, les semences, etc., avec 5 fabricants de pesticides et de semences qui représentent 66% du marché, les 2/3 du marché. C'est donc un rapport de force un tout petit peu défavorable pour nos agriculteurs. Et de l'autre côté, quand ils vendent leur production agricole, on est face aussi à une concentration des industriels extrêmement importante, puisqu'on a pris nos principaux industriels dans l'agroalimentaire en France aujourd'hui, et ce qu'on a estimé, c'est que 39 transformateurs représentent là aussi 65% du marché, les 2/3. Donc là, vous vous rendez bien compte que on hérite d'une histoire où on nous demande de produire plus avec des produits standardisés qui permettent de dire à des industriels ton produit, s'il est trop cher, je vais le prendre chez ton voisin, il n'y a aucun problème. Donc on est dans un rapport de négociation qui est extrêmement défavorable, renforcé encore par la capacité à aller s'approvisionner dans les autres pays européens, dans un contexte de libre-échange européen, avec une très forte concurrence au niveau des produits agricoles, mais aussi des produits des industriels. Et ça, les distributeurs se sont aussi concentrés, et aujourd'hui, on a 8 enseignes de supermarchés qui représentent les 3/4 du marché. C'est énorme. En fait, les 3/4 du marché, dont 2 discounters qui jouent un peu les prix à la baisse. On observe ces mêmes mouvements de concentration des acteurs dans la restauration. Du coup, qu'est-ce que ça donne sur la logique des prix? En fait, vous voyez là, on a essayé de représenter pour l'ensemble des ventes alimentaires en France la capacité, qu'est-ce qui joue au niveau des transactions, donc des logiques qui déterminent les prix entre un agriculteur et l'industriel, entre l'industriel et le distributeur. Donc si vous partez du bas, vous voyez le petit paysan avec sa fourche et la poignée de main quand il vend son produit à un industriel. On l'a mis en vert, ça veut simplement dire que dans la transaction, il a la possibilité de faire valoir un prix qui est lié à la valeur de sa production. Parce qu'elle est labellisée en bio, parce qu'elle est labellisée en AOP, donc ça c'est pour défendre un certain terroir et dire mon comté il est bon parce qu'il vient de telle région et de telle race de vache. Et donc vous retrouvez ce code couleur vert à chaque fois quand on a une capacité à défendre la qualité de son produit vis-à-vis de l'autre maillon. En orange, c'est quand on est mis en concurrence parce qu'on a une logique de prix qui est simplement liée à la concurrence et où c'est le prix qui compte, puisque on va acheter au moins cher. C'est assez simple comme logique. Donc là, vous voyez que 8% de nos ventes sont des filières bio, équitables ou AOP, où les agriculteurs peuvent faire valoir la qualité de leur production pour essayer un peu d'équilibrer le rapport de force. L'essentiel des ventes que vous voyez là, les 92 autres %, donc la première colonne en orange, ce sont les ventes premier prix. Ensuite, vous avez les best-sellers qu'on a représentés avec ces produits que je ne saurais citer, qui attirent beaucoup de clients dans les supermarchés. Et enfin, après, tout le reste des produits, je ne rentre pas dans les détails. Et là, on voit que systématiquement, l'agriculteur est dans un rapport de force défavorable. Il subit le fait qu'il faut vendre toujours moins cher en supermarché. Le but d'un supermarché, c'est d'attirer plus de consommateurs chez lui en offrant le prix le plus bas aux consommateurs. Ce qui est la manière dont il fonctionne, on appelle ça la guerre des prix. Eux, parfois, ils font même, vous voyez, pour le Nutella et le Camembert Président, c'est pas juste ces produits, mais comme exemple des best-sellers, ils réalisent même, ils ont très peu de marge, voire pas de marge sur certains produits pour pouvoir offrir le prix le moins cher. Ils se rattrapent sur d'autres, comme vous voyez en vert, d'autres produits, et notamment parfois les produits bio ou d'autres produits type café, chocolat. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'aujourd'hui, dans les ventes alimentaires, on est dans un système de mise en concurrence des acteurs agriculteurs pour 92% des ventes et qui a
toute une série de conséquences d'impact sur l'ensemble de la filière, avec ce que je disais, constamment plus de ventes avec la guerre des prix, et donc du coup ce que vous avez extrêmement bien expliqué tous les deux, on fait de la publicité sur les prix que les consommateurs aiment le plus, c'est-à-dire les produits gras, sucrés, salés et souvent ultra transformés, avec ce chiffre de 5,5 milliards qu'on a identifié. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que parfois les milliards c'est difficile à se représenter, c'est 1000 fois les dépenses de prévention des autorités françaises sur les questions alimentaires. Donc le jeu est assez inégal en termes de communication et de marketing. Ensuite, ça a toute une conséquence sur la précarisation des travailleurs dans les filières. Donc là, vous avez quelques chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a de moins en moins de temps plein en CDI. Donc le temps partiel est 2 fois plus élevé pour les salariés des grandes enseignes de supermarchés que dans le reste de l'économie. En restauration rapide, un salarié seulement sur 3 à plein temps. On voit aussi que l'intérim dans les industries agroalimentaires est devenu le principal mode de recrutement. Donc là, on ne parle même plus de CDD ou CDI. Et pour les agriculteurs, évidemment, la conséquence de produire toujours plus, moins cher, avec la difficulté à valoriser son produit, c'est d'investir. En fait, ils peuvent faire des marges sur le volume. Donc, on investit dans de la mécanisation, donc on s'endette. Et on utilise aussi beaucoup de pesticides et d'engrais pour produire plus. Mais ça ne peut pas durer en plus éternellement, parce qu'à un moment donné, ça fatigue les sols et on n'obtient pas toujours les mêmes rendements à terme. Et c'est ça les explications des coûts que vous avez cités très justement, où sur les 15 thématiques écologiques et socio-économiques de la boussole de la durabilité alimentaire que vous voyez à gauche, qu'on a repris un peu inspiré du donut de Kate Raworth pour ceux qui connaissent, mais qu'on a adapté au système alimentaire. On a regardé l'ensemble des impacts du système alimentaire. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être compensées par les pouvoirs publics. Quand il y a une perte de 30% des espèces des oiseaux des champs sur les dernières décennies, une fois que ces oiseaux n'existent plus, on ne peut pas avoir des programmes politiques pour pouvoir les remplacer. Mais donc, pour les impacts que nous avons pu considérer avec une action des pouvoirs publics pour compenser ces impacts, on arrive à un coût pour les pouvoirs publics de 19 milliards. Et c'est vrai que la surprise, c'était vraiment de voir que le premier poste de dépenses, à hauteur de 12 milliards, c'était les dépenses liées à la mauvaise alimentation et au surpoids. Donc on a pris les dépenses de la sécurité sociale, on a regardé le facteur de risque de la mauvaise alimentation et du surpoids, et pour attribuer la part des dépenses pour le diabète, pour tout ce que vous avez cité, pour pouvoir dire le système alimentaire génère 12 milliards de dépenses sanitaires. La deuxième surprise, c'était de voir aussi l'importance, vous voyez le niveau de vie sur le camembert, l'importance des dépenses chiffrées à plusieurs milliards pour compenser en fait les faibles rémunérations des travailleurs de la chaîne alimentaire. Donc on pense souvent évidemment au RSA peut-être pour compenser le niveau de revenu des agriculteurs, parce qu'on est parmi les plus... on a aujourd'hui un agriculteur sur 5 qui est en dessous des seuils de pauvreté monétaire. Mais cette précarité, elle concerne absolument tous les maillons, évidemment les travailleurs dans les supermarchés et évidemment les ouvriers de l'industrie agroalimentaire qui, quand on est à temps partiel ou avec des revenus proches du SMIC, évidemment, ça déclenche des filets sociaux, des aides. Donc on a considéré le RSA, la prime d'activité, et c'est un chiffre qui est extrêmement minimal parce qu'on n'a pas considéré l'ensemble des aides sociales. Et ensuite, vous voyez que moins d'un quart
du coût des impacts sont les questions écologiques. Mais ça dit pas qu'il n'y a pas d'impact écologique, ça dit simplement qu'aujourd'hui, nos responsables politiques n'ont pas décidé de compenser les impacts aujourd'hui de l'alimentation sur la planète. Donc c'est le cas un tout petit peu pour la gestion de lait, des déchets, pardon. Le coût de la potabilisation de l'eau qui augmente lié à la présence très forte dans plus de 90% des cours d'eau de pesticides. Évidemment, il y a plein d'autres substances, l'ammoniac, les nitrates, etc., qui polluent nos eaux. Donc il y a déjà des dépenses, mais qui sont des dépenses minimales par rapport aux enjeux aujourd'hui sur la préservation de la biodiversité, de la qualité des sols, de l'air et de l'eau en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement ça nous coûte très cher, cette alimentation non saine et non durable, mais c'est surtout en plus que d'une certaine manière on l'encourage, parce qu'en plus des 19 milliards, on injecte 48 milliards dans le système. Et pour les acteurs économiques, vous voyez ici, donc 40 milliards, c'est les financements incluant les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales pour les acteurs économiques de l'agriculture à la distribution que nous soutenons. En vis-à-vis, c'est seulement 3 milliards que nous donnons aux acteurs de la bio, de l'équitable, des AOP et qui produisent ce type d'alimentation. Donc là, il y a vraiment une grande surprise de se dire non seulement ça nous coûte cher, mais en fait, nous sommes en partie responsables de cette situation. En tout cas, quand je dis nous, je dirais c'est plutôt l'État français et les décisions qui sont prises sur nos finances publiques. Et ça pose d'autant plus question qu'en fait, on se rend compte que ça permet aux acteurs de continuer d'exister alors que leurs bénéfices, si vous voyez en orange de 28 milliards, sont moins importants que l'ensemble des financements publics qu'ils reçoivent. Et là, on est vraiment sur une question fondamentale de dire peut-être qu'on est en train, avec l'argent du contribuable, parce qu'on parle de nos impôts, hein, à vous et moi, alors pardon, je m'adresse aux étudiants, peut-être que vous n'en payez pas encore, mais pour le reste de la salle, on entretient un système qui génère des impacts, coûte cher à hauteur de 19 milliards pour le contribuable, et alors qu'il ne serait pas bénéficiaire. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, on a des acteurs aujourd'hui qui sont rentables parce qu'ils reportent le coût de leurs impacts, ils n'ont pas à payer les coûts de pollution, les coûts qu'ils génèrent d'un point de vue social en rémunérant moins bien les travailleurs. Et pourtant, c'est les choix que nous maintenons. Mais la bonne nouvelle, et je finis en quelques phrases, donc les canards sans tête dont vous parliez sont là. C'est le résumé de ce que je viens de vous dire. C'est juste de dire, au total, on a 67 milliards dans l'équation. Vous vous souvenez que cet été, c'était 40 milliards que le Premier ministre cherchait partout. Là, il y a de l'argent. Et la question, c'est aujourd'hui de dire, est-ce qu'on conditionne cet argent? Parce que tant qu'à faire de l'investir dans le système alimentaire sous forme de soutien aux acteurs ou sous forme de compensation des impacts négatifs, est-ce qu'on n'aurait pas un débat démocratique sur la manière d'orienter ces financements pour s'assurer que ça, aujourd'hui, contribue à avoir une offre d'alimentation saine et durable qui nous coûtera moins cher en impact. Voilà l'idée. Merci Maëlys, tu as dépassé légèrement, mais en même temps c'était absolument essentiel de bien décortiquer ce qui se passe dans les chaînes de valeur. Il peut arriver à ce constat quantitatif justement, notamment dans les contextes politiques actuels. Alors donc on avance vers les solutions. Alors Adam, alors à toi d'intervenir en dernier, mais comme on dit, last but not least. Dans le débat sur les solutions, alors on parle souvent de la sécurité sociale alimentaire en France. Il y a des expérimentations, vous en avez
parlé ici à Lyon, mais il y en a d'autres ailleurs. Mais c'est surtout une proposition plus, disons, macroéconomique ou structurelle pour changer l'ensemble des financements, qu'ils passent moins par le marché et plus par des financements publics. Alors, est-ce que tu peux dire un mot alors, de l'idée même et ensuite de ce que tu as retenu de l'expérience brésilienne qui apparemment est très intéressante? Alors, tout cela en bonjour à tous. max 15 minutes quand même. Ouais, je vais essayer d'être bref pour laisser la place pour la discussion, mais je remercie les intervenants avant qui m'ont incroyablement bien introduit le sujet. Moi, je vais me placer à un niveau un peu différent, à un niveau analytique. Je vais essayer de discuter des conditions de mise en place des institutions qui pourraient servir la souveraineté alimentaire et, a fortiori, voilà, discuter cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Avant tout, je vais me situer rapidement. Voilà, je suis doctorant à Nanterre. Et en fait, par le passé, j'ai travaillé pendant 2 ans pour une coalition de ministères des Finances des pays du Sud sur ces questions-là, biodiversité et souveraineté alimentaire. Et pourquoi je m'intéresse autant au rapport de force? En fait, parce que le jour où Donald Trump a été élu, je me suis fait virer. Parce qu'en fait, ce programme était financé par la Banque mondiale et voilà, donc un des grands actionnaires de la Banque mondiale, c'est les US. Et donc ça m'a fait réaliser en fait à quel point, au-delà des projets politiques, il y a besoin d'avoir des bases sociales derrière pour les soutenir et des bases sociales médiées à travers tout un tas d'institutions qui permettent à ce genre de choses d'advenir. Donc, je vais essayer d'aller au-delà de la discussion des propositions politiques, mais de parler des conditions de mise en place de ces propositions politiques. Et d'ailleurs, voilà, cette logique-là, en fait, on peut très bien la comprendre. Pourquoi l'entièreté des subsides en France se dirige vers une agriculture de masse, une agriculture d'export? Et ça a été évoqué par ma collègue, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France était dépendante des imports sur sa souveraineté alimentaire. Et donc c'est une politique complètement intégrée qui a été mise en place avec un double but, de faire sortir les personnes des campagnes pour les mettre dans des usines, et par ailleurs, de rendre donc, la souveraineté, disons la sécurité alimentaire, on va utiliser ce terme et j'expliquerai un peu la différence plus tard, une sécurité alimentaire pour la France est plus loin que ça même, une force à l'export avec l'agriculture française. Donc l'entièreté des financements dédiés à l'agriculture à partir de la PAC au début des années 60 a été mise disons, au service de la construction de cette puissance agricole. Et les questions environnementales n'ont fait leur intrusion dans ce débat qu'à la fin des années 90, en réalité. Donc, moi, ce que je vais essayer d'apporter, c'est vraiment cette question du rapport de force. Et la proposition qui arrive en France aujourd'hui de sécurité sociale de l'alimentation, qui est en fait portée par une fraction du monde agricole, notamment représentée par la Confédération paysanne d'un côté, mais aussi par des personnes issues de l'éducation populaire, comme des personnes du réseau salariat, etc., qu'est-ce que c'est? Ça a été évoqué par mon collègue juste avant, c'est d'instituer une branche supplémentaire au régime général de la sécurité sociale, de 45, qui serait dédiée à la dépense alimentaire. C'est une proposition de politique publique qui est portée par voilà, un consortium d'organisations, donc comme ISF Agrista, Réseau Salariat, le réseau CIVAM, la Confédération paysanne, etc. Donc ce qui est en train de se passer à Lyon, c'est en fait une émanation qui est une initiative, disons plutôt, qui est inspirée par cette proposition de politique publique qui a été faite, disons, dans le courant des années 2010, et en fait qui est dans une démarche plus globale. Il y a beaucoup de caisses qui s'ouvrent ça et là en France, à différents niveaux en fait, d'organisation territoriale. Il y a des choses qui vont se faire au niveau des villes, des choses qui vont se faire au niveau des petites villes aussi, comme il y a une grosse initiative à Dieulefit. Il y a aussi des choses qui vont se faire au niveau des départements, comme en Gironde, des choses qui vont se faire à des niveaux d'organisation comme en Alsace, il y a aussi une grosse initiative. Donc ces différentes initiatives, qu'est-ce qu'elles visent à faire? En fait, elles visent à, d'abord à travers le discours politique, à shifter ce rapport de force entre une partie du monde agricole qui, en fait, encore aujourd'hui, bénéficie de ce système de subsides qui est mis en place. Ça a été évoqué par ma collègue. Mais en fait, les intérêts qui sont alignés sur ce système de subsides, ce n'est pas uniquement ceux du monde agricole, c'est aussi ceux de l'entièreté de la chaîne industrielle, en fait, qui pourvoit énormément de jobs aussi, il faut aussi le voir. Un des secteurs qui emploie le plus en France, c'est la grande distribution. Donc en fait, il y a des intérêts qui sont extrêmement forts, qui s'alignent avec ce système-là et au niveau européen. Donc au-delà du discours politique et des initiatives locales, toute la question politique réside dans comment on instaure un rapport de force à l'échelle nationale
pour faire changer le système de financement de l'agriculture et changer complètement sa logique d'une logique de sécurité alimentaire, c'est-à-dire d'une logique intégrée d'intérêt à l'export et de fournir des calories pour tout le monde, pas forcément une alimentation saine, mais en tout cas des calories pour tout le monde, à une logique de souveraineté alimentaire, qui est une logique intégrée d'alignement des intérêts à l'échelle locale sur la production alimentaire. Vous voyez que c'est deux systèmes politiques qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et donc le défi pour passer de l'un à l'autre est complètement massif. Ce que propose le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est un cadre politique sur lequel les initiatives locales peuvent venir s'intégrer. Disons les 3 piliers de ce cadre, c'est la question de l'universalité, donc dans l'inspiration du régime général de la sécurité sociale de 1945, que tout le monde touche ces 150 € par mois, pas uniquement les personnes vulnérables, tout le monde. Et que le financement de ce régime de sécurité sociale de l'alimentation, il soit fait par cotisation. Donc il y a plusieurs propositions, cotisation sur la valeur ajoutée ou cotisation sur le revenu. Donc cotisation sur le revenu qu'on peut déjà trouver aujourd'hui sur le financement de la sécurité sociale. Donc pourquoi faire ça? Vous l'aurez sans doute compris, pour une logique de redistribution, pour que les personnes qui touchent moins d'argent à travers leur revenu salarial ou non salarié puissent faire un bénéfice sur ces 150 € entre guillemets dans leur budget mensuel, et les personnes plus aisées puissent contribuer plus que ces 150 €. Donc ça, c'est la logique de l'universalité et la logique du financement par la cotisation. Le 3e pilier, c'est la logique du conventionnement démocratique. Ces 150 € auprès de qui ils vont être utilisés. Et cette question, elle est absolument fondamentale, parce que si on continue à utiliser ces 150 € pour acheter les mêmes produits qu'avant, pour acheter son pot de Nutella qui était présenté avant dans les enseignes de grande distribution qui préexistaient, en fait, vous voyez bien que le changement de rapport de force n'a pas eu lieu. Donc tout l'enjeu, c'est que les personnes, les mangeurs, comme c'est souvent dit, les personnes qui profitent de ce système de sécurité sociale, puissent participer dans le choix des conventionnements. C'est ce qui était le cas dans le régime général de la Sécu sur les autres branches, jusqu'aux années 60 en réalité, entre 45 et 60, 66 disons, il y avait les personnes qui choisissaient les conventionnements pour le remboursement de la santé par exemple, c'était les personnes dans les caisses locales. Et ensuite, il y avait une remontée au niveau national pour la question du financement. Mais il y a tout un tas de rapports de force qui ont changé la façon dont le régime général de la sécurité sociale fonctionne. À partir des années 60, la représentation dans les choix sont passées de 75% d'ouvriers à 50% d'ouvriers, donc 50-50. Et plus récemment, avec Macron, l'arbitrage a été apporté par l'État qui aligne souvent ses choix avec les intérêts des patrons. Donc en fait, c'est un terrain de lutte à part entière, ce régime général de la sécurité sociale, et c'est une proposition politique pour alimenter ce terrain de lutte, celui de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas d'initiatives de caisses qui ont des modes de financement différents, des modes de financement basés sur la cotisation, basés sur l'aide des collectivités territoriales. Et récemment, on a eu un peu une nouveauté sur ces sujets, enfin récemment, ça fait 1 an déjà. Dans la niche parlementaire de l'année dernière du parti Europe Écologie Les Verts, il y a eu une proposition de loi qui a été portée, qui est celle d'avoir un financement sur le budget général de l'État, donc pas de la sécurité sociale, budget général de l'État, pour aider des caisses à se lancer. Donc ça pose tout un tas de questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut les financer? Mais en tout cas, créer ces espaces, comme ça a été évoqué, ça permet d'autonomiser politiquement les personnes qui les portent. Et donc ça permet aussi de créer un ensemble de plaidoyers qui viennent de différents pans de la société civile pour soutenir ce genre de choses. Et c'est là où je vais vous proposer de faire un tout petit détour par le Brésil. Au Brésil, à la fin des années 80, il y a eu un processus de démocratisation. Disons, pour le dire très rapidement, il y a eu une dictature militaire pendant 20 ans, soutenue par les États-Unis. Et à la fin des années 80, il y a eu un processus de démocratisation qui s'est largement structuré autour de l'agriculture familiale, qui était en fait le mode de travail majoritaire dans la population brésilienne, qui n'avait pas encore fait d'exode rural massif, ou en tout cas c'était encore en cours. Et d'un autre côté, donc à la fois la question de l'agriculture, à la fois la question de l'alimentation, parce qu'il y avait une précarité alimentaire absolument massive au Brésil, et en particulier dans les périphéries des grandes villes. Donc sur ces deux éléments, et c'est des éléments qui ressortent en France aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, les agriculteurs sont de moins en moins bien rémunérés, et le recours à l'aide alimentaire en France est en train d'exploser. On a déjà plus de 1,2 million de personnes en France qui ont recours tous les mois à l'aide alimentaire. Donc c'est des chiffres qui sont hautement non négligeables. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Donc, il y a eu une série de gouvernements dans les années 90 qui étaient plutôt d'inspiration libérale, puisque c'était à la mode. Et au début des années 2000, il y a eu le Parti des travailleurs, donc représenté par Lula, qui est à nouveau président en ce moment du Brésil, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a proposé un compromis politique complètement nouveau,
qui a un peu écarté les classes moyennes du bloc social dominant et qui a intégré en réalité le précariat urbain et rural d'un côté, et de l'autre côté les fractions de capital plutôt de la finance et de l'agronégoce. Et il a créé un système complètement intégré je me permets de l'appeler sécurité sociale de l'alimentation. Ils mettent aussi nutritionnel à la fin, et donc ça rejoint tout un tas de questions qui ont été évoquées par le collègue en début d'intervention. Et l'idée de ce système intégré, c'est d'avoir à la fois un pan qui est sur la question de la demande, donc un transfert direct aux ménages. Comme dans beaucoup de pays du Sud, ce n'est pas universel, c'est uniquement sur les ménages vulnérables. Ça représente quand même 20% des ménages au Brésil, donc c'est quand même beaucoup. Donc, qui s'appelle la Bolsa Familia, qui est un transfert direct aux ménages, conditionné, on pourra y revenir. Il y a un deuxième pilier qui est celui du financement de l'agriculture. Donc l'agriculture est déjà financée massivement, puisque ça a été depuis toujours une arme à l'export pour le Brésil. Mais l'idée, c'est de financer aussi l'agriculture familiale, qui représente 80% des agriculteurs et seulement 20% de la valeur ajoutée. Et enfin, un troisième pilier qui est celui du marché conventionné, qui ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans la loi Egalim en France, sauf que là, c'est vraiment mis en place au Brésil. C'est des achats qui sont des achats publics qui sont directement dirigés envers l'agriculture familiale. Et donc, c'est aussi un seuil à 30%, mais en réalité, c'est 50% des produits servis dans les écoles. Il faut le préciser, les repas sont gratuits dans les écoles au Brésil, qui sont achetés via l'agriculture familiale. Donc on a ces trois piliers centraux qui structurent cette politique intégrée, avec un système de gouvernance qu'on appelle le CONSEA, qui est assez intéressant, qui est une espèce de parlement de l'alimentation au Brésil, dans lequel est représentée à la majorité la société civile. Et donc sous ces différents pans, questions de nutrition, questions agricoles, questions alimentaires, questions d'éducation populaire, etc. Et ce système-là, il y a des déclinaisons à tous les niveaux. Donc au niveau des États, parce que le Brésil est une nation fédérale, et au sein des États, au niveau des municipaux, qui représenteraient après ce qu'on appelle les départements en France, disons-le rapidement. Donc il y a un système d'adhésion des municipaux à ce système national qui fait qu'on cimente dans toute la hiérarchie, dans toutes les échelles territoriales, ce système de sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est extrêmement intéressant, ça. Pourquoi ? Parce que ça autonomise les municipaux et la société civile locale. Et dans les cas des alternances politiques, ça ne vous aura pas échappé que l'extrême droite est passée au pouvoir au Brésil depuis. Temer puis Bolsonaro ont supprimé les instances fédérales, mais les instances aux échelles en dessous ont persisté. Elles ont eu moins de revenus, ça a été difficile, mais elles ont persisté. Donc ça a créé de l'autonomie politique qui a permis aux institutions de dépasser les choix fédéraux. Et ça, c'est absolument central, et je pense que c'est ça qu'il y a énormément de différences, évidemment, entre la France et le Brésil, et je ne veux pas faire de parallèle trop rapide, mais bon, j'ai un temps limité. Et ce que je veux apporter à la discussion, c'est ça, c'est que les structurations des institutions de la souveraineté alimentaire, en fait, elles produisent aussi du soutien politique. Elles produisent aussi une autonomie politique des personnes qui, en retour, vont permettre de construire les institutions futures. Et donc, il y a une logique, disons, un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant, et qui, à mon avis, il s'agit d'explorer dans la discussion qu'on va avoir après. Donc, je pourrais dire un milliard d'autres choses, mais je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on ait le temps d'en discuter. C'est déjà très très riche comme ça, hein. Il y a une belle transition entre ta présentation et celle de Maëlys, parce que le goulot d'étranglement là, que tu as montré tout à l'heure, bah, c'est un rapport des forces, justement. Donc la question, c'est comment le changer. Et est-ce que c'est la loi Egalim qui va permettre de le faire, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je pense qu'effectivement, il faut chercher tous azimuts des solutions pour changer ces rapports des forces. Alors maintenant, il nous reste 20 minutes pour intégrer un peu les questions de la salle, qui sont nombreuses et souvent très qualifiées. On ne pourra pas je vous en remercie, on ne pourra pas, malheureusement peut-être pas en répondre toutes, mais ce que je vais faire, je vais prendre un groupe de questions, et ensuite, libre à vous je ne vais pas distribuer des questions pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Mais il y a déjà cette question de la sécurité sociale et alimentaire. Il y a plusieurs questions du lien avec les monnaies locales. Je ne sais pas comment Gonette se porte à Lyon aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel l'Institut Veblen a beaucoup travaillé à une époque. Mais en tout cas, je sais que ça fait partie de l'équation. Est-ce que le couplage local, monnaie locale, expérimentation de SSA,
Est-ce que pour vous, c'est une piste à suivre? Ensuite, il y a eu plusieurs questions sur le foncier, grosso modo. C'est-à-dire déjà sur est-ce que la France a assez des fonciers agricoles pour faire mener à bien sa transition agroécologique ou écologique complètement, donc pouvoir nourrir toute la population avec des modes de production différents. Et en plus, comment entamer la transition? Alors, je ne sais pas si vous avez des cas de transition agricole dans votre région, mais ça serait sans doute intéressant à les mentionner le cas échéant. Et peut-être pour vous aussi, alors quelqu'un mentionne que c'est acheter local, c'est bien, mais dans notre métropole, il y a le problème des PFAS. Donc bon, quels sont les contrôles? Je ne sais pas. C'est probablement pas une compétence ni de la métropole, de la région, mais je vous renvoie quand même la question. Il y a des questions sur les outils fiscaux, sur la fiscalité. Donc ça s'ajoute un peu à ce package de quels sont les outils pour changer, d'après vous, pour changer les rapports de force. Et ensuite, il y a une série de questions qui comparent, qui résonnent. Il y a quand même la responsabilité individuelle. Faut-il mieux accompagner les personnes en précarité dans leurs habitudes alimentaires, mieux le former? Qu'est-ce qui se fait sur ces plans en France aujourd'hui? Et ensuite, une série de questions, 2-3 questions sur l'info dont disposent les consommateurs aujourd'hui. Donc il y a des labels, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que quelqu'un dit que, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, qu'effectivement dans certains quartiers on n'a pas du tout accès à l'offre bio, et en plus d'autres disent comment sais-je que le surcoût que je paye profite vraiment à la transition agroalimentaire? Est-ce que je me fais interpréter de la question? Bon, il y a plusieurs enseignes, il y a Biocoop, etc., mais il y a plusieurs enseignes qui offrent le modèle bio. Est-ce que pour la partie des consommateurs qui font ces gestes de payer plus, peut-il savoir que cet argent-là sert réellement la transition agroalimentaire? Voilà en quelques blocs. Qui se sent compétent et courageux assez pour commencer? Alors, Edgar, je vois que vous saisissez tout de suite le micro, donc je vous donne la parole. Il me passe tout de suite la parole. Donc, écoutez, moi, pendant toutes les interventions, je remercie tous mes collègues qui sont intervenus, qui ont complémenté le dossier, ainsi de suite. Ça me fait penser dans les études universitaires, je me tourne aussi, je vois un certain nombre d'étudiants, je pense là-bas, où on dit que les pays du Nord n'attendent pas qu'on soit en difficulté pour agir. Alors, je vais prendre un exemple. On a eu à s'occuper de l'activité physique, nous, à un moment donné. Et on s'est aperçu que finalement, on dit qu'il faut faire de l'activité physique pour les personnes de 60 ans, 65 ans. Mais il ne fallait pas y penser avant. C'est ça la véritable. Et ce qui nous préoccupe, nous, en santé, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on pousse devant nous, et puis on verra. Mais on n'a pas que l'alimentation qui agit sur des maladies chroniques ou autres. On a les perturbateurs endocriniens, on a plein de choses sur lesquelles il y a des recherches. Mais quand même, ne pas se préoccuper pour les générations futures de ces problèmes alimentaires aujourd'hui est perturbateur. Ça, c'est une réalité. On voit qu'on est, entre guillemets, coincé. Tu as abordé là tout à l'heure le financement, ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on fait? Je vais y revenir. Mais on est coincé entre on doit moins aider, mais en même temps, on voudrait mieux faire, mieux soigner. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on le voit sur le terrain, nous, ce qui se passe. D'accord? Je parle nous, c'est nous d'une manière générale. Alors, il y avait un dernier point sur lequel tu as insisté, qui était sur une question que vous avez posée. C'était, est-ce que je peux accepter de payer plus cher, mais est-ce que derrière,
on va avoir un changement. Vraiment. Alors moi, je vais vous dire, je suis dans les circuits AMAP, qui sont des circuits qui sont producteurs-consommateurs. Toutes les semaines, y compris pour les précaires, je fais une distribution, j'habite la région de Grenoble. Et on fait des distributions pour ces personnes-là. Ça, c'est le véritable bénéfice. C'est-à-dire que la ferme, le paysan qui fournit des aliments aux 3/4, voire 4/5 bio, fournit des aliments à des personnes qui vont l'utiliser dans leur précarité. Ça, c'est le véritable bénéfice. Et ils bénéficient d'un financement particulier. On a peut-être oublié de dire dans nos financements, mais je m'adresse à vous, hein, pour ces personnes-là qui sont dans la précarité, on a quand même une institution. On a des financements des CCAS, on a des financements de la CAF, on a quand même la possibilité qu'ils puissent bénéficier de paniers de légumes ou autres moins chers que ce que nous pourrions les payer, enfin, qu'un consommateur lambda. Moi, je rebondis sur cette question, c'est une question de base. Accepter de payer plus cher, oui, pourquoi pas, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? D'accord? On a vu qu'il y a eu un engouement du bio, puis une descente du bio, à un moment donné. Pourquoi? Parce que derrière, les gens ont pas des financements adaptés pour pouvoir acheter peut-être du bio. D'accord? Mais il y a ce problème éducatif que j'avais cité dans un slide. Je pense qu'il faut vraiment éduquer la population à ce qui est bien ou pas bien. Et aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Vous avez des spots publicitaires qui arrivent. C'est très plaisant, hein? Toutes les grandes chaînes, c'est très plaisant. Mais on n'a pas l'éducation. Et je reviens sur un point fondamental qui nous affecte beaucoup, c'est de pousser devant nous, et puis on verra. Mais on verra quoi? On va avoir encore plus de problèmes. Et sur une population généralisée. Voilà ce que je voulais. Ouais. J'ai pris plusieurs éléments des questions. Et je passe la parole à mes collègues. Voilà. J'ajoute un bloc des questions que je n'ai pas mentionné, qui portait sur les règles de la concurrence. Alors, tu en as fait déjà mention, concurrence internationale, mais concurrence intra-européenne aussi, notamment les achats publics, les règles qui régulent les aides d'État, etc. Bon, la localité est interdite aujourd'hui, mais déjà, alors je pars un peu sur votre réserve, mais en France, il me semble qu'il y a beaucoup de collectivités qui détournent cet interdit en disant soutenir un acteur local directement, ça c'est interdit. Mais mettre dans les critères d'évaluation l'impact local sur l'environnement, l'impact local sur l'emploi, ça c'est autorisé. Et donc il y a des marges de manœuvre maintenant. Et en plus, aujourd'hui, alors c'est sur un autre sujet, mais Ursula von der Leyen a quand même annoncé by European Act ou quelque chose comme ça, qui va directement modifier les règles. Alors, pour les secteurs stratégiques, est-ce que l'agriculture en fera partie? On va voir. À mon avis, elle devra en être. Mais alors, donc, j'ajoute cette question de la concurrence comme limite à ce qu'on pourrait faire et je m'adresse peut-être, puisque vous avez déjà saisi le microphone, alors à vous de répondre à la partie des questions que vous avez entendues. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets différents. Je vais essayer de faire une synthèse, mais déjà, l'aspect important, vous parlez de contourner la loi, je dirais avant tout que les collectivités respectent la loi. C'est qu'aujourd'hui, elles ne respectent pas la loi. Les 20% de bio dans les cantines, qui n'est pas la révolution biologique absolue, elle n'est pas respectée. Aujourd'hui, on reste à même pas 8% de bio en général dans les collectivités locales, y compris chez ceux qui devraient donner l'exemple. Je parle du ministère de l'Agriculture ou de l'Élysée, qui ne respectent pas la loi Egalim dans leurs propres repas qu'ils proposent à leurs fonctionnaires, quoi. Donc déjà, respecter la loi, respecter les 20%. Ensuite, en ce qui concerne de contourner la loi, pas vraiment un contournement de loi, c'est plutôt d'utiliser des artifices techniques. Typiquement, vous pouvez amener la saisonnalité, par exemple, dans vos cahiers des charges. Respecter la saisonnalité, c'est éviter d'avoir des produits qui ne sont pas du tout produits localement en hiver.
une dernière astuce qu'on a eue récemment, c'est sur les produits laitiers, en particulier la fabrication des yaourts. Fabrication des yaourts, bien souvent, les yaourts industriels rajoutent du lait en poudre dans les yaourts pour amener cette consistance que certains aiment ou n'aiment pas, en tous les cas un peu plus solide que les yaourts fermiers, qui sont souvent plus liquides parce qu'ils n'amènent pas cette... on peut très bien intégrer dans le marché public l'interdiction de mettre du lait en poudre dans les yaourts et quelque part indirectement faciliter l'approche des paysans, puisque eux, ils n'utilisent pas ce produit-là. Donc on a des mécanismes qui permettent d'aller chercher des produits locaux, mais c'est pas franc du collier en fait, puis c'est même pas entre guillemets cohérent en fait dans l'approche. Donc il faut libérer aussi cette capacité-là et la libre concurrence. Moi j'aime bien dire aussi qu'on a défendu fut un temps l'exception culturelle en France, quoi. C'est-à-dire on s'est battu contre la libre concurrence culturelle et on a amené l'obligation dans les médias d'avoir un certain nombre de productions françaises aux oreilles des gens, et en particulier dans la musique. On pourrait imaginer une exception agriculturelle aussi, de se dire l'alimentation, ce n'est pas un produit comme les autres, en fait. C'est bien au-delà de ça. C'est une politique de santé publique. Et quand on parle de santé, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de rentabilité à chercher derrière ce sujet-là. Et on évitera les chiffres peut-être qui ont été mentionnés tout à l'heure. Je vais revenir sur le foncier parce que c'est hyper important à plus d'un titre, à la fois le foncier dans sa consistance, le sol, comment on protège le sol. Le sol, c'est une fois qu'il est artificialisé, une fois qu'il est pollué, c'est terminé, quoi. Vous pouvez arrêter d'imaginer qu'il va être à un moment donné à la fois productif en termes d'alimentation, mais il a aussi d'autres fonctionnalités, le sol. Il protège la ressource en eau, je l'ai cité tout à l'heure. Il permet d'amener du carbone dans les sols, et là c'est l'impact sur le CO2. Il permet aussi d'avoir de la biodiversité. Typiquement, on a parlé des oiseaux des champs. Quand vous urbanisez, vous éloignez cette biodiversité du territoire. Donc voilà, le sol a une importance et le foncier, il est à sanctuariser. Aujourd'hui, on a trop artificialisé en France, et en particulier dans les bassins d'agglomération comme celui qu'on connaît ici. De 2010 à 2020, c'est 1000 hectares qui ont été artificialisés, 1000 hectares de terres agricoles qui ont disparu au profit de projets, parfois qui sont à poser, à interroger en termes d'utilité publique. Je ne citerai pas un grand stade que vous connaissez bien, par exemple. Je ne vais pas faire de polémique ici, évidemment. L'autre sujet, c'est quand on dit de sanctuariser le foncier, et il y a la question sous-jacente qui dit mais est-ce qu'on a assez de foncier encore en France aujourd'hui pour avoir la diversité et le volume nécessaire pour nourrir la population ? Oui, on l'a, ce foncier, il est disponible. C'est juste qu'il est mal orienté, en fait, aujourd'hui. Il s'est soit dans certaines régions ultra spécialisées, et nous, on a la chance. Alors, je vous laisse regarder, par exemple, un très beau documentaire qui s'intitule « Tu nourriras le monde », qui raconte l'épopée de cette ultra-spécialisation de l'Est de la France, et en particulier pour les plaines céréalières. Mais on a aussi un autre phénomène, c'est qu'on a délocaliser l'appareil de transformation, en quelque sorte, qui permettrait de relocaliser notre alimentation. Aujourd'hui, vous n'avez plus de moulin, vous n'avez plus de transformation de légumes, vous n'avez plus de transformation laitière à une petite échelle. Et ça, c'est des appareils qui manquent économiquement pour faire que l'alimentation produite localement atterrisse dans l'estomac des gens. Je vous cite un exemple. Ça va être très parlant. On a une crise du bio avec le lait bio. Le lait bio se vend moins cher que le lait conventionnel, en tout cas il y a encore quelques années. Et donc les agriculteurs mettent beaucoup d'argent pour produire ce lait bio et ils le vendent moins cher que leurs collègues qui sont conventionnels. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai encore les moyens de vendre ce lait ou est-ce qu'il faut que j'arrête mon activité en quelque sorte ? Et donc une des réponses c'est de dire c'est pas grave, on va le transformer nous-mêmes. C'est-à-dire on va capter une partie de la valeur qui aujourd'hui n'est pas captée dans la simple collecte du lait brut, quoi. Bon, arrive un problème, c'est il se retourne et puis qui veut bien transformer localement notre lait dans un produit qui peut être. Nous, on serait très intéressés d'avoir du fromage battu, par exemple, dans nos cantines qui proviennent du territoire, en bio en plus. Pas grand monde, quoi. Et quand on va voir les principaux industriels qui fabriquent ce type de produit, il y en a un qui est basé au sud avec la petite fleur, la petite Marguerite, là, vous avez tous la marque maintenant. Et que je vais voir ce dirigeant en lui demandant à un salon de l'agriculture, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider à produire localement le produit dont on a besoin avec le lait qui est disponible sur le territoire ?
Et monsieur me regarde en disant, mais non. Par contre, je peux prendre votre lait, je vais l'amener à Agen ou Toulouse, je ne sais où, je vais le mélanger avec plein d'autres laits, je vais en faire du yaourt ou du fromage battu, ce que vous voulez, et après, je vous le ramène sur la métropole. Bon, effectivement, mais bon, ça sera pas, tout le lait ne sera pas celui de votre agriculteur. Mais c'est pas ça qu'on cherche en fait, c'est comment on relocalise des micro-outils de transformation qui permettent d'éviter des coûts écologiques de transport que vous évoquez et qui captent la valeur sur le territoire, qui ne va pas la délocaliser à un moment donné et la ramener à un prix encore moins cher à la fin, quoi. C'est pas ça ce que je demande. Et donc le modèle, en fait, il n'est pas conçu aujourd'hui pour répondre à ce type de projet. Et donc il y a un enjeu fort aujourd'hui de réfléchir à de la réindustrialisation, de la relocalisation de notre outil de production agricole, en quelque sorte, qui permettent d'avoir ce type d'effet positif. Merci. Et on a de la chance, juste pour votre info, en tout cas ceux qui sont de la région, à 50 km autour de la place Bellecour, je vous disais tout à l'heure, on a le volume et la diversité suffisante pour nourrir de façon très correcte les habitants. Donc là, on parle plus d'1 400 000 mangeurs, mais de quasiment 3 millions de mangeurs sur ce périmètre-là. Là, c'est la chance de cette région d'avoir cette diversité agricole. Oui, en Île-de-France, où j'habite, c'est pas pareil, effectivement. Alors, qui voudrait... Il nous reste 5 minutes, on peut dépasser des quelques minutes, sauf M. Camus qui doit s'absenter pile à 30. Mais alors, tu veux commencer? Je veux bien, ouais. Donc juste pour rebondir sur quelques points, ce que je trouve dommage, c'est comme on l'a dit au tout début, de trop regarder la responsabilité des consommateurs et de les renvoyer dos à dos avec les agriculteurs et leur faible rémunération et la colère qui est exprimée là depuis quelque temps. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a derrière tout un enjeu de l'offre économique. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le travail réalisé avec les CIVAM et le Secours catholique, c'est qu'ils avaient organisé tout un travail avec des personnes de leur réseau qui bénéficient de l'aide alimentaire, groupes dans lesquels il y avait des agriculteurs qui n'arrivaient pas à manger à leur faim. Donc ça, c'est quand même assez choquant de voir que même les agriculteurs paysans sont concernés par cette précarité alimentaire. Et en fait, ils disaient qu'ils avaient conscience de générer avec l'alimentation pas chère à laquelle ils avaient accès certains impacts, et qu'il y avait une culpabilité énorme chez eux de ne pas pouvoir donner à leurs enfants quelque chose de meilleur pour leur santé ou quelque chose qui rémunère mieux les agriculteurs. Donc l'enjeu, c'est toujours important d'être informé. Il y a certainement des progrès à faire, parce que je l'ai dit, la publicité écrase tout en termes de moyens par rapport à la prévention. Mais il y a vraiment cette question de l'offre aujourd'hui. Et donc, évidemment, quand on s'interroge, quelqu'un a posé la question du surcoût payé quand on achète du bio ou de l'équitable, est-ce que ça rémunère vraiment ? Dans la minorité des circuits spécialisés, il y a des labels qui garantissent qu'effectivement l'agriculteur soit mieux rémunéré, l'industriel aussi en passant. Donc ça existe et c'est possible. En revanche, ce dont il faut prendre conscience, c'est que la concentration des acteurs dont je vous ai parlé au tout début fait qu'aujourd'hui, l'immense majorité du bio, à 90%, est distribuée par les grands supermarchés et que dans leur modèle économique, quand ils perdent un peu d'argent ou ils sont juste à l'équilibre sur certains produits, ils se rattrapent sur d'autres, notamment ces produits-là. Donc l'enjeu, c'est vraiment de réfléchir les filières, exactement ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, un des verrous, c'est la capacité à produire du différencié, de bio et de l'équitable au niveau des territoires et de l'industrie. Et donc pour nous, ce qu'on trouve extrêmement intéressant dans le projet de SSA, c'est l'idée, avec une échelle nationale, d'avoir aujourd'hui, les ventes alimentaires, c'est 350 milliards de chiffre d'affaires. Donc on parle de sommes gigantesques, c'est énorme. Et l'idée, c'est de se dire que s'il y a, à une échelle nationale, une somme d'achat suffisamment importante pour pouvoir orienter, en garantissant les débouchés, une partie de la transformation industrielle et donc de la consommation, on aurait là l'un des moyens politiques pour, dans un contexte de libre-échange européen avec une très forte concurrence exercée sur nos agriculteurs et nos industriels, parce que les supermarchés peuvent faire venir, notamment via leur centrale d'achat européenne, des produits beaucoup moins chers, parce qu'en Pologne, aux Pays-Bas, on est sur des modèles
encore plus intensif que ce que peut faire aujourd'hui l'agriculture et l'industrie française, alors là, voilà, on aurait une masse critique pour dire à nos filières, le marché, il est là, on vous le garantit, l'argent est là, il y a une décision sur le niveau de qualité attendu, démocratique, et donc à vous de voir comment vous pouvez produire ça. Parce qu'effectivement, là, les collectivités, pour mettre en œuvre Egalim, sont confrontées à une économie en flux tendu où l'industriel de supermarché raisonne en économie de moyens, réduire les marges, enfin les coûts de production, je veux dire, pardon, pour augmenter leurs marges, leurs bénéfices. Et on est sur voilà, un système qui est extrêmement complexe à défaire petit bout par petit bout. Adam, alors, donc c'est toi qui as la bonne réponse alors. Alors, est-ce que j'ai la bonne réponse? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des constats et des propositions. Alors, je vais essayer de faire... Je vais rebondir sur la monnaie locale, ça n'a pas été trop évoqué dans la discussion, mais je pense que c'est un point de départ intéressant pour mon raisonnement. La monnaie locale, une monnaie locale, quand on dit ça, on n'a rien dit, en fait. La monnaie locale, qu'est-ce que c'est? C'est une institution instituante, c'est-à-dire c'est une institution qui vient poser un tampon sur un ensemble d'échanges avec un périmètre donné. Et la grande question, c'est qui bénéficie de ça? Est-ce que c'est juste les agriculteurs et la chaîne alimentaire? Est-ce que c'est d'autres commerçants locaux, etc. Donc ça pose la question, qui est absolument fondamentale, du périmètre de la solidarité qu'on veut mettre en place sur les questions alimentaires. Et cette question, elle n'est pas si facile à répondre. Peut-être que dans le cas de Lyon, en faisant 50 km, on arrive à trouver assez d'alimentation pour tout le monde. Dans le cadre de la métropole parisienne, ça va être un peu plus compliqué. D'autant plus que si on va à 100 km, même prenons 100 km, on arrive dans la Beauce et la Brie, et là, on fait du blé à l'export. Donc bon, ça va être un peu compliqué de simplement poser la question de la solidarité sur un enjeu purement local. C'est hyper important que ça commence par là, mais la question qui est non résolue et absolument centrale, c'est comment on fait pour articuler cette solidarité locale avec les solidarités, disons, nationales, mais pourquoi s'arrêter aux frontières? Mais bref, disons nationales pour le moment. Cette question de la solidarité nationale, il faut qu'elle soit posée absolument. Et c'est ce que veut faire le collectif national en posant cette nouvelle branche du régime général. En fait, quand on y réfléchit 2 minutes, à nouveau en termes de blocs sociaux, alignement d'intérêts, les agriculteurs, à quel moment ils finiront, même les agriculteurs qui sont installés en conventionnel, à quel moment ils finiront par avoir des intérêts alignés avec l'adhésion à ces espaces-là? Moi, j'ai un élément de réponse là-dessus, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont tenus par la dette. La profession agricole, malgré le fait que les agriculteurs ont plus de patrimoine que la moyenne, on est bien d'accord, puisque souvent propriétaires de leurs terres, la profession agricole est celle où le niveau de dette par rapport au revenu est le plus élevé, de loin, d'extrêmement loin. Pourquoi ne posons-nous pas la question d'éponger les dettes avec des conditionnalités sur le changement de pratiques agricoles, avec un accompagnement intégré pour aller vers des caisses locales de sécurité sociale? Ça, c'est quelque chose qui peut être posé à l'échelle nationale, avec un mécanisme de financement à l'échelle nationale, et qui s'articule avec les dynamiques locales. Et en fait, ça vient toucher à un point absolument central, qui est l'articulation des pratiques agricoles et la dette. Une fois qu'on s'est endetté pour acheter un tracteur, un nouveau bâtiment pour mettre les bêtes et l'accès à un réseau de distribution d'engrais, on ne peut pas en sortir, c'est impossible. Et cette dette, elle va même peut-être finir par rouler et passer de génération en génération pour les personnes qui héritent du sol. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes ne veulent plus hériter du sol et donc finissent par les vendre à des plus gros. Et donc en fait, cette question-là, elle est complètement sous-explorée dans la discussion sur à la fois la crise agricole, on parle que du salaire, et à la fois la question de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est quelque chose qui n'est pas évoqué en fait. Et donc moi, c'est la proposition politique que je vous fais, que je fais assez régulièrement. Parlons de la dette, parce que c'est absolument central pour cette profession, et sans doute pour d'autres, bien sûr, mais pour cette profession en particulier. Voilà. Ce que je trouve assez intéressant avec cette idée-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous et moi, en tant que contribuables, qui faisons en sorte que ce niveau d'endettement soit soutenable et que les agriculteurs continuent de vivre, puisqu'une grande partie de la PAC, qui coûte 10 milliards pour la France, permet de compléter les revenus des agriculteurs qui sont très bas, parce que ce que paye l'industriel et le reste de la filière avec toute cette pression sur des prix bas n'est pas suffisant pour qu'ils puissent vivre. Donc aujourd'hui, c'est le contribuable qui paye. Les intérêts pour les grosses banques. Voilà. Et quand vous voyez, le débat aurait pu continuer. Il faut quand même ajouter à ça que pour passer à la filière bio, vous n'y passez pas en 3 mois. Hein. Et les agriculteurs qui veulent passer,
On a les témoignages. Moi, je viens aussi ici pour les témoignages de gens que je rencontre. Il me dit, je veux bien passer au bio, ça va me prendre 4-5 ans. Entre-temps, il se passe des choses. Il y a une famille d'agriculteurs. Il y a un contexte, ces enfants vont à l'école. Combien d'agriculteurs ont des épouses, ou vice-versa d'ailleurs, on trouve les deux cas, qui sont dans des services administratifs de mairie ou autres pour arriver à vivre. Il faut le savoir, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, pour que l'agriculteur passe au bio, ce que l'on souhaite, on est tous d'accord sur ça, pour avoir une meilleure santé, et ainsi de suite, il lui faut 4-5 ans. Et encore, il ne faut pas qu'il soit à côté d'un champ qui a des pesticides, et ainsi de suite. Donc, ça prend du temps. Le temps s'écoule, là, ce que je vous disais. Et les maladies vont continuer à s'accroître. Je suis optimiste, mais quand même, il faut réagir à un moment donné par des finances. Parce que ce n'est pas possible. L'agriculteur, il a besoin de vivre lui aussi. Merci. Et ça me rappelle une des questions que je ne vous ai pas posées, c'était sur que font les coopératives agricoles de tout ça. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais pour la personne qui l'a posé cette question, je vous recommande très chaleureusement le livre de Nicolas Legendre, Le silence dans le champ, qui explique en terre bretonne, mais ça s'applique ailleurs aussi. C'est de la microsociologie en réalité, bien qu'il soit journaliste, qui montre très finement comme les pièges dans lesquels sont prisonniers beaucoup d'agriculteurs bretons, en l'occurrence, ceux qui souhaiteraient migrer vers le modèle bio, sont en réalité bloqués par toutes les institutions locales, y compris souvent les élus, etc. Mais les coopératives agricoles, malheureusement, font partie de ces blocages et je termine par citer justement, c'est ça qui nous a amené à l'époque de faire ce numéro du champ à l'assiette, un modèle verrouillé. Donc là aujourd'hui justement, on n'a pas voulu parler du modèle verrouillé, mais de comment le déverrouiller. Donc vous avez vu que le débat existe, que les propositions existent, et qu'en plus ça coûterait pas forcément si cher que ça. Donc il faut aussi percer, il faut mettre au défi ceux qui maîtrisent le débat aujourd'hui sur les surcoûts des alternatives. Notamment dans le contexte politique où l'État cherche des économies partout. Donc on pourrait commencer par pointer les subventions dont vous avez parlé. Merci à nos 4 intervenants qui méritent